Bonsoir à tous. Merci d'être venus à la conférence sur les espaces confinés. Donc moi je suis monsieur Tison-Frédéric, je suis le directeur d'un organisme de formation spécialisé dans les métiers liés à l'assainissement et à l'eau potable. Je ne suis pas là pour vous vendre de la formation, au contraire, pour vous orienter sur les problématiques qu'on rencontre nous quand vous nous demandez des formations. Je fais partie de la fédération du MIAGE, je suis au CIFA et je fais partie du bureau qualité et sécurité. Donc voilà, par l'intermédiaire de notre fédération et puis par l'intermédiaire de FPS, on est là pour vous proposer des solutions et surtout essayer de vous accompagner dans la reconnaissance et l'identification de vos espaces confinés. Donc aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de gens travaillent en espace confiné, dans les milieux de l'eau et de l'assainissement, mais dans d'autres domaines, et que vous avez du mal à identifier ces espaces, voire même à identifier les formations pour lesquelles vous nous faites appel. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité faire cette petite conférence, pour vous expliquer certaines petites astuces pour vous faciliter la tâche dans votre document unique, mais aussi dans le choix de vos formations. Donc si on commence, les espaces confinés, il y a des textes réglementaires. Donc c'est pas nous qui les avons inventés, le Code du travail. Le Code du travail est assez flou là-dessus. En fait, on vous impose de former les salariés face à des risques. Il y a une multitude de risques aujourd'hui sur lesquels vous faites de l'excellent travail, le geste et posture, l'électricité, le travail en hauteur. Voilà. Et parfois, dans vos entreprises, vous identifiez le risque espace confiné ou le danger espace confiné. Donc il y a quelques textes de référence qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est là-dessus qu'on va venir vous chercher, en sachant que la priorité, c'est quand même la santé de l'homme, et après l'application des textes réglementaires. Donc on va trouver plusieurs textes. D'abord le Code du travail, comme je vous l'ai dit, qui vous impose de former vos salariés à la santé et à la sécurité. Donc il y a une multitude d'articles. Il y a un article qui parle de les espaces confinés, en priorité. Ensuite, on va trouver l'arrêté de 93, qui est extrêmement important, parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens ne connaissent pas les 21 travaux dangereux. Donc on a de la chance, puisque les espaces confinés, c'est le numéro 18, comme le numéro des pompiers. Donc c'est un des risques qu'on connaît le mieux pour nous. Donc dans la liste des 21 travaux dangereux, vous trouvez donc à la 18e place l'espace confiné. C'est assez vaste, on n'a pas de définition dans cet arrêté, mais l'arrêté est présent. Si vous remarquez, il y a aussi les plans de prévention, puisque vous faites partie des 21 travaux dangereux, donc vous êtes obligé d'établir des plans de prévention. C'est là que ça commence à se compliquer, parce que comment j'identifie mon espace confiné ? Est-il vraiment un espace confiné ? Et qu'est-ce que je mets dans mon plan de prévention ? Et c'est là qu'on commence à rencontrer le problème de se dire, est-ce qu'il faut que je sois CATEC ? Est-ce qu'il faut que je sois pas CATEC ? Est-ce qu'il faut que je sois espace confiné ? Et c'est là que vous commencez à avoir une problématique. En annexe du plan de prévention, on voit un document qui aujourd'hui est obligatoire, au même titre que le permis de feu, au même titre que le permis de travail, c'est le permis de pénétrer ou le permis d'accès. Donc juste pour vous dire, ce document est obligatoire. Il est archivé obligatoirement 30 ans dans votre entreprise pour des raisons sur la maladie professionnelle, au même titre que l'amiante. Il y a encore des efforts à faire sur ce document. On rencontre beaucoup de plans de prévention, mais on rencontre beaucoup de permis de pénétrer qui ne sont pas correctement remplis ou qui ne sont pas fermés. C'est-à-dire que l'opération s'est faite, les opérateurs sont sortis des espaces confinés, mais ils ne clôturent pas l'espace confiné. Donc on se rend compte que l'opération d'après, ils ne peuvent pas se servir de l'expérience de leurs collaborateurs d'avant sur l'espace confiné. Voilà. Ensuite, on retrouve 3 recommandations, et c'est là que le choix est primordial entre le CATEC et le non-CATEC. Et c'est là qu'on rencontre des clients qui nous appellent ou des partenaires qui nous appellent en disant « faut que je forme CATEC, faut que je forme CATEC », alors que vous n'êtes pas du tout CATEC. Donc il y a 3 recommandations. Ces recommandations ne sont pas obligatoires. Elles sont dictées par la CNAM TS, mais il faut fortement les suivre si vous avez un problème. Vous allez retrouver sur ces 3 recommandations 3 milieux différents. La première, c'est la plus importante. C'est ce qu'on appelle chez nous le socle de la maison. Si votre maison n'a pas une bonne fondation en sécurité, elle va s'effondrer au bout d'un moment. Donc la fondation de l'espace confiné, c'est la R447. Donc que vous soyez de l'eau, de l'assainissement, de l'industrie, de l'alimentaire, de la papeterie, vous devez vous servir de la R447. C'est un document qui est édité par l'INRS, où nous, acteurs de la sécurité, on participe par l'intermédiaire des CTN, comités techniques nationaux, et tous les 7 ans, on se réunit et on rechange certaines choses dans les
Roco. Donc cette recommandation, la R447, c'est celle qui parle de tous les espaces confinés. Donc il n'y a pas de différence entre l'eau et l'assainissement et par exemple l'industrie. Ensuite, on trouve effectivement une recommandation spécifique à l'eau et l'assainissement. C'est la R472. Cette recommandation, elle vient de où? Elle vient d'un accident très grave qui a touché 4 de nos camarades de Veolia. À un moment donné, on nous a demandé d'étudier une solution pour créer une certification. Donc cette recommandation, elle vous donne une certification qu'on appelle le CATEC et elle vient malheureusement d'un accident très grave. Dans cette recommandation, on va retrouver l'eau, l'assainissement, mais d'autres particularités aussi, comme par exemple les papeteries, comme par exemple EDF, GDF, comme par exemple les barrages hydroélectriques. Donc tous ces gens qui sont de votre domaine sont affiliés à la R472. Donc on utilise d'abord la R447 en base et on vient ramener des risques spécifiques à notre activité d'assainissement et d'eau potable. Et ensuite, une recommandation qui est très peu connue, même des organismes de formation, je l'avoue, c'est la R435. Alors ça, personne ne la connaît, sauf la viticulture, les citernes, les trains. Et aujourd'hui, en 2023, on n'a eu que 4 morts en citerne. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont été formés sur des recommandations comme la 472, 447, et ça ne les concerne pas du tout. Donc ils sont assujettis à la 435. On va prendre par exemple un conducteur de semi-remorque citerne d'engrais. On va prendre par exemple un viticulteur. Il n'est pas assujetti au CATEC. Donc quand on a des clients qui nous appellent pour les former en CATEC et qui sont de ce milieu-là, on leur dit non, 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 vous êtes sur la 435. C'est une formation qui est beaucoup plus light, mais adaptée à votre activité. Donc le choix de votre recommandation sur les espaces confinés est très importante pour définir, le type de formation et surtout le type de protection que vous allez utiliser. Et c'est là, effectivement, que les entreprises elles ont besoin d'être accompagnées soit par des organismes de formation, soit par des organismes de conseil, pour bien identifier quelle recommandation sur laquelle vous êtes active, et non pas former des gens sur une recommandation. Alors vous voyez, si je forme des gens qui sont sur un silo à blé pour leur expliquer ce que c'est qu'un poste de relevage ou un dégrilleur, je pense qu'on a mis à côté. Donc le choix de la recommandation est très importante, surtout dans votre activité. Donc voilà, les 3 recommandations, la R447, donc ce qu'on appelle le socle, la fondation de la maison espace confiné. Vous avez la 435 qui est beaucoup plus vieille, et vous avez la recommandation 472 spécifique à nos activités assainissement eau potable. Lavage de château d'eau aussi, on en parlera. Donc si je résume, voilà. Donc on doit d'abord se baser sur la R447, sur la réglementation, ce qu'elle apporte. Donc qu'est-ce qui modifie les recommandations? En fait, c'est surtout sur la ventilation et le type de masque que vous allez utiliser. Par exemple, sur la R472, des gens de l'eau et de l'assainissement, on vous impose une ventilation de 20 minutes. Ce qui n'est pas le cas sur une citerne de camion ou sur une citerne d'avion, par exemple sur une voilure d'avion, une aile d'avion, ou par exemple ça va être 24 heures, voire 5 jours. Parce qu'on n'est pas dans le même type de matière. Je prends Airbus, un client qu'on a, pour rentrer dans la voilure de l'avion, donc dans l'aile de l'avion, on n'a pas le droit de rentrer avant 5 jours. Donc heureusement qu'en assainissement, on n'attend pas 5 jours pour rentrer dans un poste de relevage. Mais c'est votre seule sécurité, c'est votre protection collective. Donc voilà une des différences entre la R447 par exemple et la R472. Vous avez aussi des opérateurs qui aujourd'hui utilisent des autosauveteurs. Certains utilisent des ARI. Aujourd'hui, on démocratise l'adduction d'air. Et bien ça aussi, c'est un élément qui va faire qu'il y a une différence entre les 3. Donc dans la R447, on vous laisse le choix de l'ensemble des protections respiratoires, sauf que dans la R472, on ne vous laisse pas le choix. On vous dit, c'est de l'autosauveteur. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de porter de l'ARI, de l'appareil respiratoire isolant. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de porter un masque à cartouche. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une définition qui est donnée, différente d'une personne qui travaille dans l'industrie ou qui travaille dans la pétrochimie ou qui travaille sur des citernes. Donc si on voudrait résumer, la différence entre les 2 grosses recommandations et celle du socle, c'est la partie ventilation et la partie respiratoire. Sur la partie anti-chute, que vous soyez sur une citerne ou que vous soyez sur un poste de relevage, les équipements sont pratiquement identiques. Mais par contre, sur les durées de ventilation et les protections respiratoires, là ça change.
2023, c'est pas une bonne année pour nous. Donc la semaine dernière, on a encore eu un mort sur Gennevilliers, du groupe Suez, dans un égout, 30 mètres de profondeur, H2S. On a perdu un de nos camarades, formé CATEC. Je vous dirai pas ce qui s'est passé puisque l'enquête est en cours, mais on a encore perdu un assainisseur. Voilà. L'année 2023, elle n'est pas finie. On a eu 9 accidents mortels en France sur l'eau et l'assainissement, directement liés soit dans un poste de relevage, soit dans un réseau. On a eu 60 accidents graves en espace confiné. Donc d'où on sort ces statistiques? C'est simple, on a un formateur, sur les 180 formateurs CATEC qu'on est en France, on a un monsieur qui depuis des années récupère toutes les infos auprès des groupes et fait une synthèse. Donc on en a sûrement oublié, mais tous ceux qui sont notés, c'est des accidents réels et on pourrait vous donner même certains déroulés de l'accident puisqu'on les a. Et vous verriez qu'on retrouve des points communs, manque de ventilation, absence de surveillant, l'intervenant qui déclenche pas son masque. Voilà, c'est toujours à peu près les mêmes choses. On a eu 4 accidents mortels en viticulture. Donc je vous parlais de la recommandation R435. Alors les viticulteurs, ils oublient que le mou de vin, le petit raisin, là, il fait de l'H2S. Et ils pensent qu'ils vont mettre une bougie. Vous savez, vous avez déjà entendu le test de la bougie. Eux, ils mettent pas de détecteur multigaz. C'est dommage pour nous, parce qu'on en a. Mais eux, ils mettent une bougie. Donc le peu d'oxygène qu'il y avait dans leur ouvrage déjà disparaît par la combustion de la bougie. Mais en plus, ils pensent qu'ils peuvent y rentrer. Donc cette année, on a quand même 4 viticulteurs en moyenne d'âge 50-58 ans. Donc on se rend compte que c'est une génération assez ancienne et non pas la nouvelle génération. Et ensuite, on a eu 10 accidents mortels en espace confiné industriel. Donc là, ça peut être un agent qui travaille sur un poste de relevage dans une usine ou dans une papeterie ou autre chose, qui n'est pas assujetti au CATEC, qui est assujetti à l'R 447, mais toujours pareil. Si on fait les points communs, c'est toujours un manque de ventilation au départ, et après il manque d'utilisation des équipements type détecteur multigaz. Voilà. Donc ça, si ça vous intéresse, on a même une newsletter qui est éditée tous les mois par ce formateur. On n'a pas de copyright chez nous, on partage, on est des partageurs. Si vous désirez cette newsletter sur l'ensemble des accidents espace confiné qui se passent tous les mois en France, on peut vous l'envoyer gratuitement. Vous nous donnez notre adresse mail et on vous met dans la boucle. Et tous les mois, vous recevrez, on va dire, un flash info. Enfin, c'est pas très bien, mais au moins un flash d'informations sur les cas qu'on retrouve en assainissement, eau potable et autres. Et aussi sur les accidents qu'on a à l'étranger, puisque, par exemple, il y a 2 mois, on a perdu 8 égoutiers à Alger, voilà, sur une poche d'H2S. Donc ça veut dire que ça touche tout le monde, qu'on soit en France ou à l'étranger, quoi. Alors, les principales causes de blessures et de décès, c'est souvent la difficulté d'identifier l'espace confiné, ses dangers, ses risques. C'est vrai que on voit des gens rentrer dans un poste neuf de relevage. Ils me disent, il n'a pas été mis en service, donc il n'y a pas d'effluent, il n'y a rien. Sauf qu'ils ont oublié quelque chose, c'est que le béton, il met 48 jours pour sécher. Et que le béton, pour sécher, il a besoin de quoi? D'oxygène. Donc la personne ne va pas mourir d'H2S, elle ne va pas mourir d'une chute, mais elle va simplement mourir d'un manque d'oxygène. C'est comme les châteaux d'eau. On a souvent la question d'un château d'eau, c'est CATEC, Frédéric, c'est pas CATEC, ça pose un problème. Donc le château d'eau n'est pas CATEC. On n'a pas besoin du CATEC en château d'eau. Les gens qui vous vendent ça, ils font une erreur stratégique. 1, parce qu'ils vous roulent sur l'information, et 2, parce que ce n'est pas la réalité. Le château d'eau, il n'est CATEC que lorsque j'utilise un équipement qui s'appelle la HP et que je vais projeter de l'eau sur les parois du château d'eau. Cette projection de micro-gouttelettes va absorber des millions de particules d'oxygène qui vont diminuer le taux d'oxygène dans le château d'eau. Voilà le danger du château d'eau. Quelqu'un qui est dans un château d'eau de 120 mètres cubes ou 240 mètres cubes minimum avec la norme DFCI, c'est pas 240 mètres cubes d'air qu'il va consommer en une journée. C'est pas possible. Donc il faut une cause extérieure et cette cause extérieure, c'est le lavage du château d'eau. Donc quand on a quelqu'un qui a la HP en train de projeter de l'eau sur une paroi, il faut s'inquiéter qu'il ait un détecteur multigaz, surtout oxygène sur lui. Parce que de l'H2S dans un château d'eau, à part des châteaux d'eau de reprise, vous n'allez pas en trouver beaucoup. La connaissance insuffisante des moyens de contrôle, alors ça c'est l'utilisation du détecteur multigaz. Alors maintenant on a bien compris qu'il faut un détecteur pour descendre dans un espace confiné. Sauf que quand on achète un détecteur, il faut demander au vendeur qui vous explique comment il fonctionne. Alors, on a une petite devise chez FPS, d'accord? Vous vexez pas, c'est juste une petite remarque. Dans notre jargon, c'est matériel inconnu, on touche à son cul. On ne touche pas quelque chose qu'on ne connaît pas.
On a des gens qui ne savent pas allumer un détecteur. On a des gens qui ne savent pas lire un détecteur, qui ne savent pas l'interpréter. Donc on a déjà un moyen de contrôle qui est super efficace, à 100% efficace, mais on ne sait pas l'utiliser. Ou il n'est pas adapté. On trouve des gens avec un détecteur monogaz dans un réseau d'assainissement. Je rappelle que le monogaz, on ne doit l'utiliser qu'en extérieur. On n'utilise pas un détecteur monogaz à l'intérieur d'un espace confiné. On verra pourquoi. Troisième point, l'application inadéquate des moyens de contrôle en fonction des risques. On trouve des gens avec des masques à cartouche dans les espaces confinés. Alors qu'un masque à cartouche, il faut au minimum 19% d'oxygène. Mais la cartouche, elle consomme déjà 3% d'oxygène. Donc si vous mettez un masque à cartouche sans ventilation dans un espace confiné, vous êtes déjà au seuil de l'anoxie. Donc vous êtes en train de vous tuer avec le masque que vous portez. Donc c'est bien que vous n'avez pas les bons moyens ou inadéquats. Les techniques de sauvetage. Donc je rappelle qu'en France, le sauvetage est interdit. On a souvent des clients qui nous disent je vais mettre un poste de relevage, vous allez me treuiller le mec et tout. C'est interdit. Les seules personnes qui sont habilitées à faire du sauvetage en France, c'est les sapeurs-pompiers. Vous sécurisez l'espace confiné. Donc quand je vois des gens me demander un treuil de relevage, je leur dis mais qu'est-ce que vous faites? Je fais de l'égout. Bon déjà, j'ai pas un treuil de relevage qui fait 10 km de câble. Donc le cheminement, je peux pas le faire. Donc je suis bien obligé de me décrocher en bas. Et ensuite, je n'ai pas la vision de l'intérieur de l'ouvrage. Donc si votre collaborateur a le câble autour du cou et que vous treuillez, vous lui coupez la tête. Donc on ne fait pas de sauvetage en espace confiné, ça n'existe pas. Il n'y a que les Canadiens, les Américains, les Anglo-Saxons qui font ça. Nous, on ne le fait pas. Vous devez prévoir une procédure de secours, mais jamais de sauvetage. Sinon, vous rentrez dans un autre domaine, et là, vous allez avoir des surprises où il vous faut un brancard, il vous faut des choses que vous n'aurez pas. D'ailleurs, les pompiers ont interdiction d'utiliser vos équipements que vous mettez sur place, le trépied, le stop-chute, les ventilations, parce qu'ils ne sont pas assurés sur vos équipements. Donc ils vont devoir retirer votre trépied pour mettre le leur. Vous vous rendez compte? Ça fait drôle de voir un collaborateur au fond du trou, on retire le trépied et on met le trépied des pompiers. C'est juste une histoire d'assurance. Si je reviens au type d'espace confiné vite fait, on retrouve les espaces confinés de la R435, industrie, agroalimentaire, tout ce qui est citerne. Donc on trouve des citernes, type viticulture, type silo, type réacteur, pas lié à l'assainissement et l'eau potable. On peut trouver des chambres de vannes. Il n'y a pas de spécificité particulière du moment où c'est une citerne, un réacteur, un silo, un réservoir. Les citernes de train, on fait beaucoup de citernes de train puisqu'aujourd'hui la SNCF a décidé de faire le nettoyage de leur cuve sur une station de lavage qui est très particulière où là effectivement on nettoie des wagons de train. Bon, le groupe Airbus depuis des années travaille avec nous sur les espaces confinés avions. Pour ceux qui sont venus en avion, vous avez peut-être pris un Airbus. Donc nous on forme les gens à rentrer dans les réservoirs, dans les trappes cockpit, dans la trappe de secours arrière, dans toutes ces trappes-là qui sont des espaces confinés. Bon, les citernes de camions et des citernes type réservoir de carburant, station-service, des choses comme ça. Donc là, on est bien dans la R435. Faut avoir les techniques. Des nouveaux espaces confinés aussi. Donc bon, on a des espaces confinés standards, et puis on a des gaines techniques, mais on va trouver aussi l'éolien. L'éolien, aujourd'hui, rentrer dans une pale d'éolienne au sol, parce qu'on ne va pas rentrer quand elle est montée, rentrer dans le tube, ça vous impose une formation qui s'appelle le GWO. Et dans le GWO, on ne parle pas de l'espace confiné. Sauf qu'à un moment donné, quand vous êtes ici, là, ou quand vous êtes en réparation de pales au sol, vous êtes bien dans un espace confiné. Voilà. Donc ça aussi, on a du mal aujourd'hui, et c'est un produit qu'on voit arriver de plus en plus avec les éco-énergies. Bon, la R472, vous êtes au salon Polytech, donc assainissement potable, on doit connaître. On a beaucoup de gens qui travaillent dans les vides sanitaires qui n'ont pas compris que le vide sanitaire, c'est un espace confiné, souvent mal ventilé, ou pas du tout ventilé. Les puits, les châteaux d'eau, les réservoirs, les réseaux, voilà. Donc si on voit les caractéristiques d'un espace confiné, chez nous, on a deux types d'espaces confinés. Ça va vous faire bizarre. Il y a les espaces confinés pour nous et il y a les espaces viciés. Donc c'est peut-être la première fois qu'on vous en parle. Nous, on différencie l'espace confiné de l'espace vicié.
Parce que l'espace vicié, je ne peux pas rentrer en entier dedans. Voilà la différence. C'est-à-dire qu'un espace confiné, on n'y travaille pas à l'intérieur. On y va faire de la maintenance ou de l'entretien, mais on ne fait pas comme ici, une réunion. Ça n'a pas été conçu pour le travail d'un homme en permanence. C'est occupé temporairement. Et ensuite, on a soit la conception de l'ouvrage qui va nous dire que je suis un espace confiné, soit l'insuffisance de ventilation naturelle, parce que tant qu'on ne ventile pas forcé, c'est-à-dire tant qu'on n'envoie pas de la ventilation mécanique, ce qu'on appelle l'aération, ça n'existe pas. Il faut prendre l'hydrométrie, la température en compte. On a un problème aussi avec les substances qu'ont contenues certains ouvrages. On sait que certaines matières retiennent aussi des substances, le béton, les parties métalliques, voilà, le gaz ou les liquides. Soit en fonction des équipements mis en œuvre, on va pouvoir aussi changer la définition. Et ensuite, le dernier point, c'est la nature des travaux qu'on y effectue. Alors quand on regarde la définition, on se dit, c'est facile, je vais tricher, je vais changer un truc là, je vais changer quelque chose, et puis comme ça, je vais l'enlever de l'espace confiné. Oui, on pourrait le faire. C'est une idiotie, puisqu'on expose un salarié à un risque. On est conscient, puisqu'on a essayé de le supprimer. Voilà. De toute manière, du moment où vous donnez un détecteur multigaz à quelqu'un, c'est qu'il y a un risque gaz. Sinon, ça ne sert à rien de lui donner un détecteur. Je ne donne pas un char d'assaut à quelqu'un qui n'a pas un combattant en face à abattre. Donc là, si j'ai un détecteur multigaz, c'est que je suis en risque gaz. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de lui donner. Donc, c'est une définition assez large qui nous pose problème souvent chez vous, parce que vous n'arrivez pas à l'utiliser, ou des fois vous l'utilisez trop bien, c'est-à-dire que vous définissez tout en espace confiné. Donc derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On a différencié, nous, les espaces confinés, les espaces viciés. Réglementairement, comme le Code du travail nous l'impose, voilà, on a inventé une méthode qui s'appelle la méthode TAVI. Alors ça nous a fait rire, parce qu'on a inventé ça il y a une quinzaine d'années, et puis ça a tellement bien marché que le groupe Veolia a repris notre idée, le groupe Suez a repris notre idée, le groupe SOR a repris notre idée, donc ça veut dire qu'on avait une bonne idée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a créé une fiche, nous, chez nous, que vous pourrez avoir gratuitement, vous nous envoyez un mail, on ne va pas vous faire payer une fiche. Hein. Et dessus, on va retrouver des critères. On va trouver 4 critères. Ces critères-là, c'est les critères que vous retrouvez dans la définition. Le premier critère, c'est qui a contenu ou qui va contenir des produits. Donc, du moment où vous avez de l'H2S dans le réseau, vous avez compris qu'il y a contenu de l'H2S. Du moment où il y a des effluents, on considère qu'il y a des effluents. Donc, premier point. Donc, vous avez une petite fiche sur laquelle on coche. Et puis, j'ai reçu, j'ai pas, j'ai de l'H2S, j'ai pas d'H2S. Deuxième critère, l'accessibilité. Est-ce que c'est un accès de plein pied? Est-ce que c'est plus de 2 mètres de profondeur? Est-ce que c'est à 15 mètres? Est-ce que je fais 5 mètres pour aller à la porte? Est-ce que rentrer, ça va être facile, mais sortir, ça va être difficile? Donc, vous avez aussi à cocher des cases. Et puis, à la fin, en fonction du nombre de cases, on vous dira le résultat. C'est comme au loto. Et le dernier, c'est la ventilation. Donc c'est un critère important, je vous ai dit. Hein. La ventilation est-elle faible? Est-elle naturelle? Naturelle mécanique, mécanique mécanique? Est-ce que j'ai un regard avec un fond en terre ou un fond en béton? C'est pas la même chose puisque la capillarité des sols. Et vous cochez votre case. Et ensuite, on va trouver un autre critère qu'on oublie. C'est le critère le plus important pour moi. Je prends un exemple. Je suis dans une salle de formation, je demande souvent à mes stagiaires, est-ce que je suis en espace confiné? Ah non, on n'est pas en espace confiné, il n'y a pas de ventilation mécanique. Hein. Je lui dis, maintenant on met un barbecue au milieu de la pièce. Vous venez de changer un des critères. Ce critère, c'est le type d'intervention. Et dans nos métiers, c'est ce qu'on oublie. On oublie que parfois, on meule, on perce, on soude dans nos espaces confinés. On fait aussi d'autres opérations qui pourraient modifier l'intérieur de l'espace confiné. Donc vous avez aussi sur cette fiche, une case marquée type d'intervention. Et quand vous avez rempli cette fiche, c'est bizarre, avec un certain nombre de croix, on va vous dire, vous êtes CATEC ou vous y êtes pas. Donc, vous avez fait une semi-évaluation des risques, beaucoup plus poussée que votre plan de prévention généraliste. 2, vous êtes assuré que l'opérateur qui a fait cette mini-opération d'évaluation des risques, il a le choix à un moment donné de dire, moi, j'estime que la ventilation n'est pas suffisante, donc je coche la case ventilation. Et vous vous assurez d'identifier correctement votre espace confiné. Alors ça, vous pouvez le faire sur une opération qui est inopinée. Demain, vous voulez identifier l'ensemble des espaces confinés de votre entreprise, vous utilisez cette fiche, vous faites le tour avec votre QSE, vous identifiez, à la fin, vous sortez une cartographie de vos espaces confinés. Et tout ça simplement. Parce que comprendre la définition qui est donnée par le législateur, même moi qui suis un spécialiste de l'espace confiné, je peux changer une phrase ou une tournure de phrase pour vous dire vous n'êtes plus en espace confiné. Et mon but n'est pas de changer ça,
Mon but est d'éviter que j'ai un accident en espace confiné. Donc l'objectif, c'est de savoir identifier l'espace confiné. Comme vous avez identifié l'espace confiné et que vous connaissez votre corps d'activité, vous pourrez choisir la bonne recommandation et dire là j'ai besoin d'une ventilation mécanique, là j'ai besoin d'une ventilation mobile, là j'ai besoin d'un ososofter, là j'ai besoin d'un aéri. Voilà. J'ai fini avec ma petite présentation. Maintenant, je vous laisse, si vous avez des questions, je vous laisse. Je pense que je suis dans le timing. Si vous avez des questions, je suis ouvert à répondre à vos questions. Une des questions qui est souvent demandée par les gestionnaires de sites, dans lequel on est amené à intervenir, c'est le sujet obligatoire ou recommandé. Alors, c'est vrai que je me permets de te tutoyer, on est de la même famille de l'eau et de l'assainissement. Alors, moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est qu'on se pose la question. Je suis assainisseur de métier, moi, au départ. Il y a 25 ans, on faisait n'importe quoi, faut le dire. Aujourd'hui, les camions étaient... non, on faisait ce qu'on nous demandait de faire. Aujourd'hui, on a des gens intelligents. On est en 2023. La recommandation, elle est faite pas pour vous obliger. Elle est faite pour vous être un squelette. En fait, c'est le code du travail qui est obligatoire. Sauf que quand vous avez un QSE, il peut pas être bon dans tous les domaines. Il sera peut-être bon ergonome, il sera peut-être bon en qualité, mais peut-être pas, il connaît peut-être pas l'espace confiné. Donc si tu veux... Si tu veux, l'idéal, c'est que la recommandation, je dois la suivre. Parce que dans mon document unique, il est quand même dit que je dois évaluer le risque. Et ce risque, je dois le combattre. Et tu vas lui donner une notation. Donc pour le combattre, toi, tu es peut-être du métier, mais ton QSE ne connaît peut-être pas. Donc il va se servir en fait d'une Bible. Cette Bible, c'est les recommandations. En fait, elle n'est pas obligatoire, mais si tu ne suis pas la recommandation, je peux te dire qu'à un moment donné, l'inspection du travail va dire mais sur quels critères vous avez choisi justement ce critère ou pas. Voilà, c'est simplement ça. Donc effectivement, si tu vois les juristes de l'INRS, ils te diront toujours non, elle n'est pas obligatoire. Il est fortement recommandé de la suivre. Parce qu'en fait, ils ont élaboré un document de synthèse qui te permet à toi facilement de retrouver les informations qui vont te permettre de faire ton évaluation du risque. Alors sur le terrain, tu es d'accord avec moi, quelqu'un qui est au cul d'un hydrocureur ou quelqu'un qui est en ITV, c'est pas un QSE, lui il fait pas une évaluation du risque. Donc il faut lui simplifier la tâche. Et le document qui lui simplifie la tâche sur place, ce n'est que le permis de pénétrer. Et sur le permis de pénétrer, si tu regardes bien, tu retrouves tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire la partie ventilation, la partie EPI, la partie EPC, la protection collective, parce qu'on l'oublie régulièrement. Voilà. Et ça, c'est pour quelqu'un qui est sur le terrain, c'est le document qu'il doit avoir. Donc je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'obligatoire, pas obligatoire ? Je te dirais de toute façon, si on se pose la question, c'est que déjà on a un problème, c'est que le risque, on le connaît, et donc il faut suivre la trame. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? T'en as une autre ? J'en ai une autre parce que nous, on est amené à intervenir sur des sites, stations d'épuration ou autres, à la demande du maître d'ouvrage. Ouais. La station d'épuration est exploitée en délégation par Veolia ou autre. Oui, bien sûr. Et ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure. Par ignorance ou par méconnaissance, l'exploitant décrète que toute la station est CATEC. Ouais, alors ça, faut qu'il change de métier. Voilà, et parce que du coup, dans les locaux dans lesquels je suis amené à intervenir, j'ai des portes. Bien sûr. J'ai pas de problème d'accès. Ouais. Local debout, par exemple, stockage debout. Même pas des locaux où il y a des équipements. Donc il faut lui dire à cet exploitant. Sauf que du coup, il m'interdit de venir. Ouais. Il faut dire à cet exploitant que du moment où il va ouvrir le portail, il va devoir mettre un autosofter, il va devoir mettre un détecteur. Et qu'au bout d'un moment, je crois qu'il va arrêter de te faire porter ça. Il ne faut pas non plus tomber dans les extrêmes. C'est-à-dire que du moment où tu es dans une step, pour moi, tu dois porter ton détecteur. Ça, pour moi, c'est primordial, puisque le détecteur a les VLE 15 minutes et 8 heures. Donc si tu éteins ton détecteur tous les 10 minutes, tu n'auras que l'instantané. Ça aussi, les gens ne le savent pas. Donc mon détecteur, je dois le laisser allumer 8 heures. Et j'ai ma VLE, VME. Ça, c'est important. Donc ça veut dire que la formation sur le détecteur est aussi importante que le CATEC, voire même plus. Alors aujourd'hui, nos exploitants, tu les as cités, les grands, il y a aussi les collectivités, elles vous imposent de porter le détecteur, et ça, je trouve que c'est quelque chose de bien.
Par contre, elle ne nous impose pas de se laver les mains et de se doucher à la sortie de l'espace. Tu vois ce que je veux dire? En risque bactériologique. Ce que je veux te dire, c'est que l'exploitant, aujourd'hui, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême. Si on tombe dans l'extrême, il n'y a plus de respect des procédures. Donc il faut adapter cette procédure. Bon, tu rentres dans la steppe, tu dois avoir ton détecteur. Du moment où tu rentres à proximité d'un poste de relevage ou d'un bassin, par exemple, je pourrais faire un tour de table ici. Combien de personnes autour de la table savent nager et à qui on a posé la question? Moi, quand je fais une formation, je dis au gars, est-ce que tu sais nager? Non. Ah, pourtant, tu vas faire les relevés dans le bassin. Il y a une bouée, on a mis une bouée, c'est une protection collective, on a mis des garde-corps. Est-ce que quand on t'a embauché, on t'a posé la question si tu savais nager? Bon, souvent, on me dit, ouais, c'est des bassins osmosés, on coulera. Bon, c'est bonne chance, on te met une bouée, mais elle ne servira pas. Donc, il faut mettre des consignes vraiment adaptées à l'homme et arrêter de surjouer la sécurité. Parce que sinon, les gens n'adhèrent plus. Par exemple, tu vois, ça n'engage que moi, mes assainisseurs ne sont jamais à 5 ppm et 10 ppm en H2S sur leur détecteur. Ils sont à 9 et 10. Pourquoi? Parce que quand tu fais de l'assainissement, tu vas remuer du produit, il va avoir du 5, du 4, du 6 ppm. Moi, ce que je cherche pas, c'est l'instantané. Ce que je cherche, c'est la VLE, valeur limite d'exposition. Sinon, le gars, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il éteint son détecteur parce qu'il y en a marre qui sonne. Donc, si tu veux éviter que des détecteurs sonnent sans arrêt, il faut adapter ta VLE, ta VME réglementairement, comme l'Union européenne le donne. Ça ne veut pas dire que tu ne le prends pas en compte, mais ça veut dire que tu évites des sonneries inopinées où le gars va percuter 50 autosofteurs, aucune utilité. Voilà. Et donc, on montre, tu as le droit de le faire, du moment où tu ne sors pas des 10 de ppm en H2S, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que tu as raison, il ne faut pas surjouer. Je tiens à te rappeler quand même, on a vu le plan de prévention, on a vu le permis de pénétrer. Je rappelle que l'exploitant, il doit être présent pendant que tu fais des travaux. Alors ici, il y a plein de gens que je reconnais, de l'assainissement, de l'eau potable. On prend la clé du château d'eau, on ouvre le château d'eau, on te dit on met derrière le 3e pot de fleurs à la clé, tu me rappelles quand c'est fini. Je rappelle que c'est interdit. Je ne vais pas vous donner des circonstances. On a eu un attentat, il y a 3 mois, sur Toulouse, sur un château d'eau de Toulouse, Vigipirate écarlate. Un produit renversé dans le château d'eau. On a eu de la chance que quelqu'un l'a détecté très vite. Sinon, on aurait eu un gros problème. Château d'eau pas fermé, pas sécurisé. L'exploitant a ouvert le château d'eau, a laissé un mandataire aller sur le château d'eau. Il est parti, il a oublié de le fermer. C'était une opportunité peut-être pour quelqu'un, mais ça, c'est une faute grave pour un agent de l'eau. Je rappelle que vous êtes toujours en Vigipirate écarlate sur un ouvrage de château d'eau, un ouvrage d'eau potable. J'ai répondu à ta question? Merci. D'autres questions, remarques? Oui, monsieur. Bonjour. Le permis de pénétrer, Ouais. on peut le remplacer par autre chose? Euh, Exemple, je précise. Ouais, c'est le mot qui vous embête, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est que moi j'ai des gars qui peuvent ouvrir 50 regards dans la journée. Ouais. Je leur demande pas de faire 50 permis de pénétrer. Ouais. Si. Bah non. Alors je vais vous expliquer. Il y a le groupe Suez qui a travaillé là-dessus. Ils ont inventé un logiciel qui s'appelle Janus. Non, ça marche très bien. L'opérateur sur place prend une photo de ce qu'il a mis en place. Ouais. Il coche les cases et il envoie sa direction. Donc on va dire que le problème, c'est que le signataire n'est pas sur place. C'est ce qu'on va me dire. Mais entre un opérateur qui n'est pas sur place ou un agent qui a pris une photo avec la tablette où il a mis en place son trépied, son ventilateur ou quoi, de toute manière, ce que vous me dites, il ne peut pas ouvrir 50 tampons et descendre dans 50 tampons la journée, puisque la réglementation CATEC vous impose de le ventiler 20 minutes avant d'y descendre. Est-ce que j'ai dit on descend dans 50 tampons? J'ai dit on ouvre 50 tampons. Si vous ouvrez 50 tampons, vous n'avez pas de permis de pénétrer à faire. Vous n'y pénétrez pas. C'est vrai. Voilà. Alors, vous pouvez le faire en simplifié, c'est-à-dire que pour éviter que votre collègue fasse n'importe quoi, par exemple, nous, on a inventé une formation qui s'appelle l'espace vicié. C'est une demi-journée où on explique à un opérateur comme vous qui lève le regard, qui va chercher un index, ou par exemple pour certaines villes où on va encore rechercher des clés de voiture, des porte-monnaies que les gens perdent, on a inventé une formation qui s'appelle espace vicié. On apprend aux gens à mettre un détecteur. C'est souvent des regards qui font 30, 40 de profondeur, des choses comme ça. Ils ont une sensibilisation, ils portent un détecteur, ils mettent le détecteur dans le trou. Si ça sonne pas, ils peuvent faire leur petite opération, mettre le bras. Si ça sonne, là ils se disent je suis en CATEC, je peux pas intervenir. Voilà. Et ils appellent la direction. Donc c'est vrai que pour ouvrir 50 tampons,
je comprends ce que vous dites. Si j'y descends pas, vous pouvez faire une opération simplifiée, dire voilà, j'ai ouvert tel tampon, telle heure, à tel endroit, et puis terminer, quoi. Voilà. Non, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une procédure, c'est-à-dire à respecter et un déroulé, mais pas forcément une fiche qu'on remplit systématiquement. Oui, bien sûr, je comprends. Vous avez mis une consigne spécifique à votre activité. Vous y avez droit, c'est dans la reco où on dit que... Alors, je vais vous prendre un exemple. Je prends l'exemple du groupe Veolia. Le groupe Veolia a choisi de faire du sauvetage. C'est son problème. Donc, c'est-à-dire que nous, on fait le CATEC, par exemple, au groupe Veolia, et on rajoute une heure sur le sauvetage. On sort du domaine et on fait le sauvetage à part. C'est-à-dire que jamais quelqu'un aura un certificat CATEC chez nous avec l'option sauvetage. Donc, on lui fait une attestation, comme quoi il a utilisé le treuil de descente, le treuil de secours. Comme ça, ça vous couvre, vous, en disant, mais non, ils ont bien fait 2 choses distinctes. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'on a adapté la formation au type d'équipement que l'opérateur utilise. Parce que là aussi, vous allez me dire, tel détecteur, tel autosauveteur, c'est le but aussi, il faut s'adapter. Après, votre problème, il n'est pas en CATEC, vous. Il n'est pas en espace confini. Il est en geste et posture ou en gestion de la circulation, ce sont de levée de tampons. Parce qu'on a beaucoup d'accidents. On descend aussi. Bon, d'accord. Mais je veux dire, les gens qui lèvent 50 tampons la journée, ils ont des problèmes de geste et posture, lève-plaque, et après ils ont surtout un problème parce qu'ils sont beaucoup sur la voie publique. Et là, vous savez comme moi que l'accidentologie en risque routier elle est importante, quoi. Autour des hydrocureurs, autour des ITV. On a une population aujourd'hui de tireurs de câbles là, pour Orange, Bouygues. Ils descendent dans des chambres, on leur demande rien, eux. Hein. Vous voyez, c'est compliqué. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, voilà. Très bien. Si vous voulez un permis de pénétrer, on a créé un permis de pénétrer standard. On peut vous l'envoyer gratuitement. La seule chose qu'on vous demande, c'est de nous le renvoyer si vous l'avez corrigé, de façon à ce que nous, on vous donne notre œil d'opérateur. C'est gratuit, vous le faites, vous me l'envoyez, on corrige, on vous dit là c'est bien, là c'est pas bien. Après, vous faites ce que vous voulez. On n'a pas fait ça, on a fait des fiches en fonction des activités qu'on fait c'est bien. Sur les réseaux. Voilà, vous avez vraiment détaillé votre document unique en fait. Hein. Voilà. D'autres questions, remarques ceux qui n'ont pas pris un livret, on peut vous donner un petit livret qui rappelle les notions de l'espace confini. Ah. Oui, bonjour. J'avais pas connaissance en fait qu'on pouvait faire baisser le taux d'oxygène avec un nettoyage HP. Ouais. Est-ce que vous avez potentiellement des valeurs en tête de combien on pourrait perdre environ ? Alors, je vais vous dire, c'est assez complexe. Nous, on fait de la formation hydrocurage, HP et THP et UHP à 3000 bars hein, avec des robots. Notre gros problème, c'est la taille de la particule. En fait, c'est la taille de la molécule d'eau. La projection sur la paroi. Donc, je ne pourrais pas vous donner une étude. La seule chose que je peux vous dire, c'est que du moment où vous projetez de l'eau, c'est le principe de l'aquarium, c'est le principe de l'étang. Vous faire respirer des poissons, à un moment donné, quand il n'y a pas des fortes chaleurs, on va projeter de l'eau en altitude, elle va aller se gaver en oxygène, elle va retomber. C'est le principe de la soudure en grande profondeur où on utilise l'oxygène dans l'eau. Alors, il faut toujours se méfier. C'est-à-dire que, par principe, quand vous faites du nettoyage HP, et ça c'est le problème souvent des entreprises d'entretien d'eau potable, c'est-à-dire réservoir ou château d'eau, ils ne voient pas le risque, il est invisible. Donc ils se disent, il ne se produit pas. En plus, vous avez tendance à leur donner des masques à cartouche, large spectre, AB2K2, pour vous protéger des acides ou des produits que vous mettez. Donc c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'ils portent un détecteur multigaz. Voilà, pas monogaz, multigaz. Et là, vous vous assurez. Alors après, vous allez me dire, Frédéric, oui, mais les projections amènent de l'eau sur le détecteur est en défaut. Oui, je sais, on travaille avec les fabricants de détecteurs. On a quelques marques qui sont un peu plus résistantes sur l'eau, mais ça, il faut y faire très attention. Ce phénomène, on ne l'a pas en extérieur, vous avez compris pourquoi. Voilà. Mais en intérieur, vous l'avez. Et c'est vous qui créez l'espace confiné. Voilà. Donc, pas CATEC, vous n'êtes pas obligé d'être CATEC, vous mettez une procédure en place, formation espace confiné qui dure une journée, c'est quand même moins cher que 2 jours. Et puis, vous formez les gens à la HP, parce que là aussi, on a des gens qui se blessent à la HP, et vous expliquez ce phénomène-là. Et voilà. On a des taux rapides, hein, il y a des descentes rapides, on descend rapidement, entre 1 ou 2 minutes, souvent, on commence à avoir 19, 18, et c'est là que le détecteur sonne, et votre opérateur dit, en fait, ma cellule, elle est saturée en eau, c'est pour ça qu'il sonne. Ben non, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Vous êtes dans le nettoyage de château d'eau, d'ouvrage ? On ne l'a pas en hydrocurage parce qu'on est en extérieur, on a d'autres problèmes, mais voilà. C'est un phénomène qui est difficilement palpable parce que l'oxygène, vous ne le voyez pas. Voilà. On l'a aussi dans la marine quand on fait du nettoyage de caissons ou dans l'éolien, c'est très compliqué.
Et donc là, on passe en espace confiné. Voilà. Et risques chimiques pour les produits que vous utilisez, quoi. Voilà. J'ai répondu à votre question. Il y a peut-être des opérateurs comme Karcher, hein, une grande marque, qui a peut-être fait une étude dessus, je ne peux pas vous le dire. Voilà. D'autres questions, remarques? Bon, je profite pour faire un peu de pub. On est sur Polytech. On est au D063, Hall 5. Vous êtes invités à venir nous rencontrer si vous avez des questions. FPS fait partie d'un groupe, d'une holding, dans laquelle on regroupe FPS et une entité qui s'appelle BEATEX, qui pourra vous fournir toutes les informations sur de la détection, sur le respiratoire, sur le matériel EPI classe 3, puisqu'on a une partie formation et une partie, entre guillemets, entretien, maintenance de vos équipements. Donc on fait un cercle vertueux, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on vous forme, on vous indique ce qu'il faut, et d'ailleurs, s'il faut qu'on vous entretienne votre matériel, on est capable de le faire. Donc merci de votre attention. Et je vous souhaite une bonne fin de salon, hein, ou un bon début de salon pour certains. Bonne soirée. Merci.